Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour décortiquer un sentiment qui pourrit la vie à de nombreuses personnes, le sentiment de culpabilité. Analysons ça ensemble. Alors bien sûr, ponctuel et de courte durée, il peut nous questionner et nous aider à rectifier la trajectoire vers le meilleur. En revanche, pour peu que ce sentiment commence à envahir doucement toute notre existence, il aura tôt fait d'en faire un enfer. Alors bien sûr, s'il était complètement absent, là il signerait plutôt des comportements antisociaux ou psychopathes. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc qu'est-ce qui se cache derrière le cancer du cerveau que représente la culpabilité et qui freine tout épanouissement? Est-ce que ce sentiment a vraiment sa raison d'être? Est-ce qu'il nous aide vraiment à grandir? Et surtout, comment s'en libérer? C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Alors, voyons quand même sa pertinence sur le plan social et juridique. On est bien d'accord qu'une société sans règles et sans limites entraînerait rapidement le chaos le plus total. Donc les principes moraux sont utilisés pour déterminer ce qui est juste ou pas, pour éduquer, pour donner un sens à la justice, pour élaborer une base à notre bonne conscience. Donc leurs objectifs sont un certain bien-être social. On voit déjà se profiler un premier problème. Ce qui est considéré comme bon dans une culture ou une religion ne l'est pas nécessairement dans une autre. Ce qui était valable à une certaine époque ne l'est pas à une autre non plus. Pour donner deux exemples, la masturbation, qui en son temps fut condamnée, et l'IVG, qui est encore condamnée d'une culture à l'autre. Donc les notions de bien et de mal sont volatiles et changeantes, sans compter les différences de sensibilité d'une famille à l'autre, d'un individu à l'autre. Donc sur le plan individuel, une personne peut se sentir coupable, et ce que sa faute soit réelle ou imaginaire. Ce qui va morfondre un individu peut laisser un autre tout à fait indifférent. Alors quand on parle de culpabilité, est-ce qu'on parle d'émotion ou de sentiment? Alors, on parle souvent de sentiment de culpabilité. Donc en fait, si elle démarre par une émotion, elle a souvent tendance à perdurer dans le temps et à rester dans notre tête en lame de fond. C'est là qu'elle devient un sentiment. Donc une émotion, c'est un ressenti bref mais puissant. Notons également que la culpabilité fait rarement cavalier seul. Elle se coupe allègrement à d'autres émotions ou sentiments, comme la tristesse, la colère et la honte. Donc on a un stimuli, un événement, une situation, qui déclenche une émotion, qui va entraîner une interprétation positive ou négative selon notre vécu, interprétation qui elle-même va engendrer d'autres émotions, et qui en s'installant nous laisse avec des sentiments. Donc de cette séquence, on comprend déjà que si l'événement de base sert de déclencheur, il n'est pas en lui-même responsable de nos émotions ou sentiments. C'est l'interprétation que l'on va donner aux choses qui va donner le ton pour la suite. Donc la naissance de la culpabilité ne dépend donc pas de la gravité de la situation rencontrée. Donc la culpabilité a ceci de particulier, elle poursuit, elle hante la personne qui en souffre et a la faculté de ressurgir à chaque évocation de l'élément déclencheur. C'est notre interprétation de l'événement qui lui permet de perdurer et non l'événement lui-même qui lui est déjà passé. On remarquera aussi que la culpabilité elle peut être consciente, c'est-à-dire qu'on peut nommer sa présence et faire des liens avec l'un ou l'autre élément de notre histoire, mais elle peut aussi conduire nos vies de manière inconsciente et souterraine. Ainsi, si quelque chose de mineur vous dévaste, il y a de fortes chances que ça vienne faire écho à quelque chose de bien plus profond et bien plus lointain. Le lien est alors plus difficile à déceler. Alors, les différents visages de la culpabilité. D'abord, est-ce que la culpabilité peut être un sentiment de toute puissance dicté par notre ego? Eh bien oui. Donc la culpabilité, de par la souffrance qu'elle engendre, vise à nous dédouaner de quelque chose. Elle nous donne l'illusion qu'on aurait pu contrôler le déroulement des événements. Donc elle donne l'impression qu'on aurait pu, par notre seule présence, changer le cours des choses. Elle revient à considérer a posteriori qu'on aurait pu éviter que cela arrive.
Dans le même ordre d'idées, elle nous conforte dans notre croyance de pouvoir rendre les autres heureux. Donc on peut résumer par le fait qu'elle signe un désir intense de tout contrôler en fait. Donc par exemple, se sentir responsable de l'humeur maussade de quelqu'un d'autre, ou croire que si on avait été présent au moment de la mort d'un proche, cela aurait changé la donne. Or, seul l'ego réagit en termes de bien ou de mal, notre cœur lui ne juge pas, il observe et cherche à comprendre. Seul l'ego pense qu'en nous flagellant, on va grandir, le cœur pense que c'est par l'amour que l'on peut évoluer. Alors, un petit exemple au passage. Imaginez que vous venez de vous enfiler une tablette de chocolat alors que vous vous étiez promis de faire attention. L'ego dira à coup sûr c'est mal. Le cœur dira ok, c'est fait. Sois bienveillant et regarde au fond de toi qu'est-ce qui t'animait derrière ce besoin de manger. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du syndrome foutu pour foutu. Alors non pas foutu pour foutu, on s'en bat les couilles, pour paraphraser Sophie Gérard, auteure de La femme parfaite est une connasse, mais foutu pour foutu, on en rajoute une couche. Et seule la colère envers vous-même peut générer cela. Si je reprends l'exemple de la tablette de chocolat, si je suis fâché après moi, et bien foutu pour foutu, je vais m'enfiler une deuxième tablette de chocolat. Donc, la culpabilité issue de notre ego n'aura servi qu'à aggraver la situation. Autre visage de la culpabilité, un refus du passé et une illusion de pouvoir le réécrire. Qui n'a jamais utilisé ces phrases du style « si seulement »,« si j'avais su » ou « j'aurais dû ». Ces questionnements, au passage complètement inutiles, montrent simplement que vous n'acceptez pas ce qui est passé, ce qui s'est passé, et que vous aimeriez réécrire l'histoire dans une autre version. Mais le passé est passé, on ne peut pas faire marche arrière. Alors arrêtez de vous morfondre, c'est complètement inutile. Culpabilité et perfectionnisme, duo fréquent, point d'interrogation. Ah oui, c'est même un excellent duo. Donc la base du perfectionnisme, au fond, c'est quoi? C'est que ce que vous faites n'est jamais assez bon. Vous vous en demandez trop, vous vous comparez qu'avec ceux qui sont encore meilleurs que vous, vous vous sentez responsable du bon fonctionnement de votre entreprise, de votre couple, de votre famille. Donc vous cherchez à atteindre un but imaginaire. Sachant que la perfection n'existe pas et qu'il y aura toujours moins bon et meilleur que vous, dans de telles conditions, vivre dans la culpabilité va être un véritable art de vivre. Donc vous vous sentez coupable de ne pas être une mère une mère parfaite ou un père parfait, de ne pas être constamment au top 100% du temps, de ne pas avoir une maison parfaitement rangée. Alors, la souche de ce perfectionnisme vient souvent de l'enfance, où vous vouliez satisfaire à toutes les demandes de vos parents, sans jamais y arriver, car la plupart du temps, un jugement de valeur tombait sur vos actions. Culpabilité, reflet d'une mauvaise estime de soi? La réponse est évidente, la réponse est oui. Quelqu'un qui a de l'amour et de la bienveillance envers son être ne va pas s'empoisonner l'existence avec une culpabilité morbide. Par contre, la personne perpétuellement en quête d'amour et de reconnaissance extérieure aura tendance à se culpabiliser à chaque réaction d'autrui, perçue comme un rejet. Rejet bien souvent imaginaire d'ailleurs. Alors la culpabilité peut être une punition en soi. Donc la culpabilité va nous punir en interdisant l'accès au bien-être et au plaisir. Vécue comme une punition suffisante en elle-même, elle peut donner l'illusion d'un retour à la bonne conscience sans qu'on ait mis quoi que ce soit en œuvre. Donc l'autoflagellation empêche ainsi d'avancer ou de réparer éventuellement quelque chose. Alors voyons maintenant d'autres conséquences liées à ces sentiments de culpabilité excessifs. Donc nous l'avons bien compris, ils freinent grandement nos possibilités d'épanouissement et nous empêchent de jouir de la vie, mais pas que. Certains, pour se punir, ont l'art de faire foirer tout ce qu'ils entament et de faire de leur vie un perpétuel échec. Non pas qu'ils sont bêtes, mais simplement ils se sabotent comme s'ils s'étaient infligés
une condamnation à perpétuité. La culpabilité est aussi un excellent foyer pour les maladies psychosomatiques. Sa toxicité aura tout fait de contaminer nos cellules et de donner lieu à des pathologies diverses, à des somatisations variées. Donc regardez où vous avez mal, quelle fonction a cette partie et faites des liens, votre corps vous parle. Enfin, elle se reliera facilement à d'autres troubles psychologiques tels que dépression, angoisse, troubles obsessionnels compulsifs. Donc se sentir coupable de tout et de rien de manière chronique est un bon vecteur pour entrer en dépression. Dépression qui elle-même va entraîner de la culpabilité à être dans cet état-là. Et la punition ultime, ça sera le suicide. Last but not least, les addictions peuvent aussi trouver leur bonheur chez les personnes sensibles à la culpabilité. Elles seront alors à la fois une tentative d'apaisement, en anesthésiant les émotions et les pensées qui vous rongent, mais aussi une manière de se détruire, puisqu'on estime ne rien valoir. Culpabilité et culpabilisation, voilà un autre duo promoteur. Plus vous êtes de nature empathique et plus vous avez tendance à vous culpabiliser facilement, plus vous risquez d'être la proie de manipulateurs ou de personnes qui raffolent culpabiliser les autres. Donc culpabiliser l'autre peut être habilement employé pour se libérer d'une responsabilité et réaffirmer sa supériorité dans une situation donnée. Donc c'est une manière de se dédouaner en rejetant la faute sur autrui. Or, à quoi bon culpabiliser quelqu'un a posteriori puisqu'elle ne peut plus rien y faire? La personne ne peut rien y faire, donc c'est pas la peine de la culpabiliser. Celui qui pratique la culpabilisation, ça peut être aussi un moyen de cacher ses véritables émotions, souvent la tristesse ou la peur, ces émotions étant vécues comme une faiblesse. Donc la personne va alors dévier ses émotions en agressivité et va tourner cette agressivité vers les autres. Généralement, les personnes qui pratiquent la culpabilisation sont peu adeptes à l'introspection. A l'inverse, les personnes qui se sentent vides coupables ont tendance à se remettre trop en question. Les abuseurs et pervers narcissiques sont maîtres dans l'art d'appuyer sur le bouton culpabilité. Alors, je vous rappelle que nous sommes responsables des interprétations que nous faisons des événements, mais nous ne sommes pas responsables de l'interprétation que fait autrui de nos actes et de nos paroles. Alors, comment sortir de la culpabilité assassine? Quelques pistes. D'abord, commencez à arrêter de vous sentir coupable, parce que sinon c'est une chaîne sans fin. Apprenez aussi à mettre votre esprit en mode responsabilité plutôt qu'en mode coupable. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur toutes les choses de la vie et que beaucoup d'éléments sont hors de votre portée. C'est la voie royale pour lâcher prise et agir et arrêter d'agir en fonction d'un pouvoir illusoire que l'on aurait. En bref, il s'agit d'accepter que l'on ne soit pas tout-puissant. Acceptez aussi l'incertitude des événements à venir, n'êtes pas seul responsable du fonctionnement du monde. Acceptez la part d'insécurité, d'injustice, d'inexplicable que comprend la vie. Tout n'est pas de votre ressort et la vie n'est pas toujours juste. Accueillez et analysez votre culpabilité. Donc à chaque fois que vous vous sentez coupable, demandez-vous ce que vous auriez dû faire et si cela dépendait vraiment uniquement de vous. Si la réponse est oui, alors deux options. Soit changer ce que vous pouvez encore changer, si c'est possible, ou faire autrement la prochaine fois qu'une situation similaire se présente. Après ça, foutez-vous la paix. Apprenez aussi à libérer votre esprit des interprétations faussées d'autrui et rendez à chacun la responsabilité qu'il a des choses. Ne laissez pas les autres vous faire porter le poids de leurs problèmes. Acceptez que vous ne soyez pas vous seul responsable du bonheur de l'autre. Donc au lieu de vous pourrir la vie avec qu'est-ce que j'ai fait de mal, avancez en vous demandant qu'est-ce que je pourrais faire de bien pour me sentir mieux et plus tranquille.
Plus qu'une faute réelle, rappelez-vous que derrière la culpabilité, c'est souvent un refus de ce qui s'est passé qui se cache. Donc si la culpabilité doit servir à nous questionner, c'est bien sur nos besoins et non sur nos fautes. Donc écoutez vos différentes voix intérieures, le débat qu'elles mènent, écoutez-les sans jugement et sans critique. Ensuite, puisez-y la force de voir comment vous pouvez apaiser les choses et corriger la trajectoire. Pour conclure, ne laissez pas la culpabilité vous gâcher la vie. Orientez-vous solution plutôt que de vous orienter accusation. Vous ne pouvez pas changer le passé, vous ne pouvez pas changer l'autre, ni le monde. Alors soyez responsable de votre bout d'écharpe en faisant de votre mieux et laissez les autres être responsables de leur bout d'écharpe. La compréhension vous fera bien plus avancer que la flagellation. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes sites internet dont vous trouverez les coordonnées en annexe de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres thèmes. D'ici là, je vous souhaite plein de soleil au cœur. Je vous embrasse.